Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'épisode 489 de Plus belle la vie, encore plus belle, un épisode d'une intensité rare, construit comme un véritable point de bascule, où chaque scène pèse lourd et où aucun personnage ne ressort indemne de ce qui s'y joue. Dans cet épisode, l'espoir et la chute avancent main dans la main. Tandis que Chloé se bat une dernière fois pour retrouver Elena, portée par le courage de ceux qui refusent de détourner le regard, une initiative aussi humaine que dangereuse va provoquer une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Gabriel, Thomas et Charles prennent une décision qui les engage bien au-delà de ce qu'ils imaginaient, convaincus que sauver une enfant vaut tous les risques, même celui de se heurter frontalement à la justice. Car pendant que certains luttent pour réparer une injustice, un autre monde s'écroule. L'empire des Kepler vacille, puis s'effondre. Vanessa Kepler, jusqu'ici inébranlable, se retrouve brutalement privée de son pouvoir, de son statut et de ses certitudes. Les comptes sont gelés, les fonctions retirées, et le vernis de réussite se fissure, laissant apparaître une femme face au vide, à la peur et à la colère. Aux côtés de sa mère, Ulysse comprend que la loyauté va désormais coûter cher, mais choisit pourtant de rester, malgré tout. Et au milieu de ce chaos, le Mistral tente de respirer. À l'approche de Noël, les retrouvailles, les gestes tendres et les éclats de rire peinent à masquer les tensions plus profondes. La réapparition d'Elena, la chaleur d'un repas partagé, mais aussi les errances de Martin, adolescent en rupture, rappellent que sous les guirlandes, certaines blessures restent à vif. L'épisode 489 mêle avec une précision redoutable justice implacable, drames intimes et lueurs d'humanité, et pose une question essentielle, quand la loi se dresse contre la morale, qui doit plier le premier? Et surtout, jusqu'où peut-on aller pour protéger ceux qu'on aime sans provoquer sa propre chute? Prenez le temps de vous installer, car ce résumé détaillé vous entraîne au cœur d'un épisode où les empires tombent, les consciences s'affrontent, et où, malgré tout, la lumière de Noël tente encore de percer l'obscurité. Les Kepler s'effondrent le début de la chute. L'aube se lève sur une journée décisive à Marseille. Dans la voiture, Charles Duvivier, Gabriel Riva et Thomas Marcy roulent à vive allure vers le Jura, déterminés à accomplir ce qui pourrait tout changer pour Chloé et Elena. À l'arrière, le dossier médical de la fillette repose sur les genoux de Gabriel, soigneusement rangé dans une chemise épaisse. « On est sûr de ce qu'on fait ?» murmure Thomas. « Oui », répond Gabriel, le regard fixé sur la route. « C'est notre seule chance. Si la juge voit ce dossier, elle ne pourra pas rester indifférente. » Charles, d'une voix grave, ajoute. Cet enfant est en danger émotionnel, et Chloé n'a plus de temps à perdre. Quelques heures plus tard, ils arrivent dans un centre de bien-être niché dans les montagnes enneigées. À la réception, la juge Colbert, peignoir sur les épaules, les dévisage, stupéfaite. « Vous m'interrompez en pleine cure thermale ?» Charles s'avance calmement, le dossier à la main. « Pardonnez-nous, madame la juge. Mais si vous lisez ceci, vous comprendrez pourquoi nous avons fait la route. » La juge feuillette les pages, analyse, rapports médicaux, témoignages de Léa et de l'ASC Tresse ferme. Un long silence. Puis, d'une voix ferme. « Très bien. Je rentre à Marseille. Cette situation exige des mesures immédiates. » Le lendemain, dans le vaste bureau vitré du groupe Kepler, l'atmosphère est glaciale. Vanessa Kepler et Ulysse se tiennent face à la juge Colbert, entourés de 2 greffiers et d'un représentant du parquet financier. « Madame Kepler, Monsieur Kepler », commence la juge, suite aux éléments transmis concernant les fraudes financières et délits d'initiés liés à Octali, le tribunal ordonne des mesures conservatoires immédiates. Vanessa se crispe, blême. « Quelles mesures ? Vous êtes officiellement dessaisie de vos fonctions. Madame Kepler, vous perdez votre statut de présidente du groupe. Monsieur Kepler, vous êtes suspendu de vos fonctions de directeur général. » Ulysse tente d'intervenir. « Vous ne pouvez pas faire ça sans audience préalable. » Si. Compte tenu de la gravité des faits et des risques de fuite. Vos comptes personnels sont gelés. Un administrateur provisoire sera nommé dès demain matin. Vanessa, furieuse, se lève brutalement. C'est une mascarade.
Vous ne pouvez pas détruire 30 ans de travail sur des soupçons absurdes. Colbert garde son calme. Les soupçons, Madame Kepler, sont désormais des preuves. Vous avez été trahi par vos propres documents. Un silence lourd tombe dans la pièce. Ulysse baisse les yeux, comprenant que la chute est inévitable. Vanessa, elle, reste droite, le regard vide. Très bien. Si c'est la guerre que vous voulez, vous l'aurez. Mais Colbert tranche d'un ton froid. Ce n'est pas une guerre, Madame Kepler. C'est la justice. Dehors, Gabriel et Thomas attendent la juge sur le parvis du tribunal. Quand elle les rejoint, Colbert leur adresse un simple signe de tête. C'est fait. Charles ferme les yeux, soulagé. Alors, Chloé pourra récupérer Helena? Oui. D'ici Noël, mère et fille seront réunies. Pour la première fois depuis longtemps, la lumière semble revenir au Mistral. Mais à des kilomètres de là, dans son bureau déserté, Vanessa Kepler contemple la vue sur la mer, les poings serrés. Dans son regard, une flamme dangereuse, la chute n'est peut-être que le commencement d'une vengeance. Dans les bureaux désormais silencieux du groupe Kepler, l'atmosphère est lourde, presque irréelle. Les rideaux tirés, Vanessa Kepler observe la mer à travers la baie vitrée. Ses dossiers sont éparpillés autour d'elle, vestiges d'un empire qui lui échappe. Elle ne dit rien pendant de longues secondes, puis se tourne vers Ulysse, plus abattu que jamais. Tu comprends, Ulysse? Ils veulent ma tête. Mais je ne suis pas la coupable. C'est Octalie qui m'a piégée. Vanessa, les preuves sont accablantes. Même la juge Colbert pense que... La juge Colbert se trompe. Coupe-t-elle violemment? Octalie a manipulé les chiffres, trafiqué les documents comptables. Je suis une victime, et je vais le prouver. Son ton se durcit, son regard s'embrase. Ils croient m'avoir détruite? Ils n'ont encore rien vu. Ulysse reste muet. Il sait que rien ni personne ne pourra l'empêcher de se battre, quitte à tout brûler autour d'elle. Pendant ce temps, au Mistral, une scène bien plus légère se déroule dans la salle du bar. Yolande est installée au comptoir quand Martin s'approche d'un air faussement timide, les mains dans les poches. Dis donc, Yolande, j'ai un petit service à te demander. Je t'écoute, mon grand. En fait, j'avais promis à Luna de lui offrir des places de théâtre pour Noël, mais la billetterie ne prend que du liquide. Et, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Yolande, attendrie, sort son porte-monnaie. Oh, c'est adorable. Tu penses à faire plaisir à ta tante, c'est rare à ton âge. Tiens, voilà 50 €. Martin la remercie, tout sourire, avant de filer aussi vite qu'il est venu. Quelques heures plus tard, Myrtha arrive, amusée. Yolande, tu sais que Luna déteste le théâtre? Yolande se fige, comprenant la supercherie. Ce petit bandit. Il m'a encore roulé. Elle soupire, mais son regard reste attendri. Il me rappelle Rudy au même âge, un vrai charmeur. Dans un autre coin du Mistral, Idriss prépare lui aussi un geste attentionné. Il entre discrètement au pavillon des fleurs, un petit paquet dans les mains, soigneusement emballé. Luna lève la tête, surprise. Idriss? Qu'est-ce que tu fais là? Il esquisse un sourire gêné. C'est pour toi. Joyeux Noël, un peu en avance. Elle ouvre le paquet, une petite figurine d'ange en verre, symbole de protection. C'est magnifique, souffle-t-elle. Je me suis dit qu'un ange veillerait bien sur quelqu'un qui passe sa vie à veiller sur les autres. Leurs regards se croisent. Un instant suspendu. Au Mistral, la magie de Noël semble doucement ramener un peu de lumière même pour ceux qui, comme eux, ont trop souvent porté le poids des autres. Au commissariat du Mistral, l'atmosphère est tendue comme jamais. Dans la salle d'interrogatoire, Gabriel, Thomas et Charles Duvivier sont assis côte à côte, les traits tirés, sous la lumière froide des néons. Face à eux, Boé relit une dernière fois le rapport, visiblement gêné. Bon, je vous préviens, ça ne va pas vous plaire. La juge Colbert vous accuse d'enlèvement. Thomas bondit de sa chaise. D'enlèvement? Mais on l'a juste ramené à Marseille.
Pour aider une gamine. Boé soupire. Je sais bien, mais pour elle, vous l'avez contrainte à quitter son lieu de vacances sous pression. Et ça, juridiquement, c'est assimilé à une privation de liberté. Gabriel se lève à son tour, indigné. C'est absurde. On a parcouru 600 kilomètres pour sauver une enfant. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Charles, plus calme, glisse entre ses dents. Et moi, je suis prêt à assumer toutes les conséquences. C'est moi qui ai insisté pour qu'on la voie. Boé les regarde avec un mélange de respect et d'impuissance. Croyez-moi, je ne demande qu'à classer l'affaire. Mais c'est la juge en personne qui exige la garde à vue. Un peu plus tard, dans un bureau adjacent, Armand retrouve Chloé et Baptiste. Le couple est abasourdi. Attendez, vous êtes en train de dire que Gabriel et Thomas sont en cellule? S'étrangle Chloé. Armand hoche la tête. Oui. Et Duvivier aussi. La juge Colbert estime qu'ils ont exercé une pression illégale sur une magistrate en exercice. Baptiste, les poings serrés, s'emporte. C'est du délire. Sans eux, Elena serait encore privée de sa mère. Ils ont juste voulu faire ce qu'elle n'a pas eu le courage de faire. Armand reste impassible. Je transmets seulement les informations officielles. Mais je crois que Colbert veut avant tout marquer son autorité. À cet instant, la porte du bureau s'ouvre violemment. Idriss entre, visiblement contrarié. Chloé, Baptiste, je vous demanderai de rester disponible. La juge veut entendre les trois gardés à vue, un par un, dès maintenant. Chloé, inquiète, se lève. Elle veut les voir pour quoi faire? Elle dit qu'elle veut les confronter à leurs actes. Mais connaissant Colbert, je dirais plutôt qu'elle veut leur donner une leçon. Quelques minutes plus tard, Gabriel est le premier à être conduit dans le bureau de la juge. Colbert, raide derrière son bureau, le fixe sans un mot. Docteur Riva, vous avez une haute opinion de vous-même, n'est-ce pas? Non, madame la juge. Juste une conscience. Et parfois, elle vaut plus qu'un tampon officiel. Le ton est posé, mais tranchant. Dehors, Thomas attend, nerveux, sous le regard inquiet de Duvivier. Le Mistral retient son souffle. Et dans cette guerre entre le cœur et la loi, personne ne sait encore qui finira par avoir raison. Sous le ciel rosé de Marseille, la terrasse du Mistral retrouve peu à peu son agitation d'avant les fêtes. Assise au comptoir, Lucie Boé sirote un chocolat chaud quand une voix familière l'attire de ses pensées. « Salut, toi. Toujours au Mistral, à croire que t'habites ici. » Elle se retourne, Martin, sac sur l'épaule, un air détaché, la regarde avec un demi-sourire. « T'étais pas censé partir, toi? » « Si. Mais mon chauffeur est en retard. » Lucie arque un sourcil, amusée. « Ton chauffeur? Excuse-moi, mais t'as cru que t'étais une rockstar ou quoi? » Pas loin, ouais. Réplique Martin avec insolence avant de lâcher un rire nerveux. Mais derrière son ton désinvolte, on sent une tension sourde. Il jette un dernier regard autour de lui, comme s'il voulait graver le lieu dans sa mémoire avant de partir. J'en peux plus, Lucie. Tout le monde me traite comme un gosse. Même Luna me flique. Lucie hausse les épaules. Peut-être parce que t'agis comme un gosse, justement. Martin détourne le regard, piqué au vif. Quelques heures plus tard, à la résidence, Luna attend Martin dans le salon, les bras croisés. Il entre, toujours avec son sac de voyage. Ne me dis pas que t'as encore essayé de filer sans rien dire. J'allais juste prendre un peu l'air. Répond-il sèchement. Luna soupire, exaspérée mais calme. Martin, il faut qu'on parle. J'ai eu tes parents au téléphone. Super. Ils veulent quoi, encore? Que tu restes à Marseille jusqu'à la fin de l'année scolaire. Fin juin. Et c'est non négociable. Un silence lourd s'installe. Martin blêmit, les mâchoires serrées. Tu rigoles? Je devais rentrer à Lille dans 2 semaines. Tes parents pensent que c'est mieux pour toi. Et moi aussi. Martin éclate.
C'est toujours pareil avec vous. Vous décidez, moi j'obéis. Je suis pas un gosse, Luna. Elle essaie de garder son calme. Alors prouve-le. Montre que t'es capable d'assumer quelque chose sans fuir. Mais Martin, furieux, enfile sa veste et lâche dans un souffle rageur. Vous comprenez rien. Ni toi, ni mes parents. La porte claque violemment. Luna reste seule, le regard vide, partagé entre colère et inquiétude. Elle murmure pour elle-même. Il a vraiment besoin d'aide, ce gamin. Dehors, dans la nuit marseillaise, Martin marche sans but, les mains dans les poches. Son départ avorté n'est que le début d'un nouveau bras de fer entre son orgueil et les murs invisibles qu'on lui impose. Dans la vaste demeure des Kepler, le silence est presque oppressant. Les lumières sont tamisées, les rideaux tirés. Le décor luxueux, d'ordinaire si éclatant, semble désormais froid, vide, comme vidé de son éclat. Assise sur le canapé, un verre à la main, Vanessa Kepler fixe le vide, le regard perdu. Tout s'écroule, Ulysse, murmure-t-elle d'une voix brisée. La maison Kepler, l'entreprise, le nom tout ce qu'on a construit partit en fumée. Son fils s'approche lentement, cherchant ses mots. Maman, ce n'est pas la fin. On va se relever. Mais Vanessa secoue la tête, amère. Sans l'entreprise, je ne suis plus rien. Tu comprends? C'est toute ma vie, toute mon identité. Et Paul? Elle s'interrompt, la gorge serrée. Paul quittera le navire comme les autres. Il n'attend que ça. Ulysse pose une main ferme sur son épaule. Non. Moi, je ne partirai pas. Elle relève les yeux, étonnée. Ulysse, tu ne devrais pas te mêler de ça. C'est fini pour nous. Justement. C'est pour ça que je reste. Tu m'as appris à ne jamais abandonner une bataille avant de l'avoir livrée. Et je ne te laisserai pas affronter celle-ci seule. Vanessa détourne le regard, émue malgré elle. Tu dis ça parce que tu es mon fils. Non. Je dis ça parce que tu es ma mère. Et parce que, malgré tout ce qu'on te reproche, je sais que tu n'as jamais voulu faire de mal. Un silence s'installe, lourd mais sincère. Puis, d'une voix plus posée, Ulysse ajoute. Il va falloir s'adapter, maman. On doit baisser notre niveau de vie, vendre une voiture, réduire les dépenses. Vanessa, blessée dans son orgueil, esquisse un sourire amer. Tu veux que je vende mes symboles de réussite, c'est ça? Les derniers vestiges de ce que j'étais? Je veux qu'on garde l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, c'est cette maison. Il se penche vers elle, déterminé. Je vais tout faire pour qu'elle ne soit pas saisie. Je te le promets. Vanessa ferme les yeux, une larme roule sur sa joue. Je ne sais plus si je mérite qu'on se batte pour moi. Ulysse la serre contre lui. Alors laisse-moi le faire à ta place, juste cette fois. Dans le silence du salon, le fils prend la relève d'une mère à bout. Et tandis que la maison Kepler vacille, c'est dans ce lien fragile mais indestructible que renaît la seule chose que personne ne pourra leur retirer, la famille. Le matin de Noël enveloppe Marseille d'une lumière douce et dorée. Dans la maison Kepler, le calme n'est troublé que par le bruit du papier froissé et le cliquetis d'une tasse de café. Vanessa, encore en peignoir, sursaute lorsqu'on sonne à la porte. Un coursier attend sur le perron, un petit colis dans les mains. Pour Madame Kepler. Remise en main propre. Intriguée, elle signe, referme la porte et pose le paquet sur la table. Elle retire le papier soigneusement, découvre une enveloppe dorée. À l'intérieur, une carte musicale. Lorsqu'elle l'ouvre, une mélodie familière s'élève puis la voix claire d'Ophélie résonne. Je te souhaite un joyeux Noël et Pâques en prison. Vanessa reste figée, le souffle court. Son visage se ferme aussitôt. Elle ose encore se moquer de moi, murmure-t-elle, la voix tremblante de colère. Ulysse la rejoint, découvre la carte et la referme lentement. Laisse tomber, maman. Ce n'est qu'une provocation. Mais Vanessa serre la carte entre ses doigts, un éclat de rancune dans le regard. Non, Ulysse. C'est une déclaration de guerre.
Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la magie de Noël opère enfin au Mistral. La place est décorée de guirlandes, de bougies, et un léger parfum de vin chaud flotte dans l'air. Chloé, vêtue d'un manteau rouge, s'avance, nerveuse mais heureuse. À ses côtés, Baptiste tient un cadeau emballé de ses mains maladroites. Soudain, une voix aiguë retentit. « Maman !» Elena surgit, courant à toute allure avant de se jeter dans les bras de Chloé. La jeune femme éclate en sanglots, submergée par l'émotion. « Ma puce, tu es là enfin !» La famille d'accueil, émue, les regarde à distance. « On voulait juste vous souhaiter un joyeux Noël. Elle avait tellement hâte de vous voir. » Autour d'eux, le Mistral s'arrête presque. Baptiste sourit, essuyant discrètement une larme. « Tu vois ? Les promesses, parfois, elles se réalisent. » Le soir venu, le repas de Noël s'organise dans l'appartement des Marcy. Entre les rires, les bougies et l'odeur du gratin, une chaise reste vide. Mais la porte s'ouvre soudain, Charles Duvivier apparaît, élégant, un cadeau à la main. « J'espère que je ne dérange pas. » Chloé m'a invité. Thomas lui serre la main, chaleureux. « Bienvenue chez les Marcy, Charles. Ici, plus on est, plus on rit. » Elena, radieuse, court vers lui et s'exclame. « Papy Charles. Tu viens t'asseoir à côté de moi ?» L'émotion est immédiate. Charles sourit, touché, la voix tremblante. « Avec plaisir, ma chérie. » Les verres s'entrechoquent, les rires fusent, la musique s'élève. Pour la première fois depuis longtemps, le Mistral rayonne à nouveau de bonheur et d'unité. Chloé, entourée de Baptiste, Elena, Thomas, Gabriel et Charles, contemple la scène avec des yeux brillants. « Vous savez quoi ? » dit-elle en souriant. « C'est ça, le vrai miracle de Noël. » Et, dehors, sous les lumières scintillantes, Marseille semble elle aussi sourire à cette famille enfin réunie. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode 489 de Plus belle la vie, encore plus belle, un épisode lourd de sens, où chaque victoire semble immédiatement accompagnée d'un prix à payer. Car si Chloé et Elena peuvent enfin se retrouver, portées par l'élan du cœur et la solidarité du Mistral, rien n'efface pour autant les conséquences des choix posés. Gabriel, Thomas et Charles ont agi par humanité, mais la justice, elle, n'oublie rien et s'apprête à rappeler que les bonnes intentions ne protègent pas toujours des sanctions. Le combat est loin d'être terminé, et les lignes restent dangereusement fragiles. De son côté, Vanessa Kepler touche le fond. Privée de son empire, confrontée au regard de son fils et au silence de ceux qui l'entouraient autrefois, elle n'est plus seulement une femme de pouvoir déchu. Elle devient une femme blessée, humiliée, et potentiellement plus dangereuse que jamais. Car quand il ne reste plus rien à perdre, la colère peut se transformer en vengeance. Au Mistral, malgré les lumières de Noël et les rires retrouvés, les tensions persistent. Martin, en plein conflit avec les adultes qui tentent de le protéger, incarne cette jeunesse perdue entre fuite et révolte. Et pendant que certains célèbrent l'instant présent, d'autres sentent déjà que le répit sera de courte durée. Cet épisode nous rappelle une chose essentielle, dans Plus belle la vie, le bonheur n'est jamais acquis, il se conquiert, se défend, et se paie souvent cher. Entre justice, famille, loyauté et sacrifice, chacun devra bientôt choisir son camp et assumer les conséquences. Merci d'avoir suivi ce résumé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite, car au Mistral, les apparences sont souvent trompeuses et les tempêtes ne font parfois que commencer.